Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Dans l'agenda de Flashback du mois d'avril, on parle des ressorties en salle de Hutu, Un Américain à Paris, de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites et Manhattan. Et on revient sur les rétrospectives à ne pas rater, notamment celle consacrée au cinéaste polonais Jerzy Skolimowski. Parmi les nombreuses ressorties de ce mois d'avril, débutons avec Hutu de Geoff Murphy, réalisé en 1983, qui est dans les salles en version restaurée depuis le 29 mars. Nous sommes en Nouvelle-Zélande en 1870. Teweke, un éclaireur maori des troupes coloniales, retrouve sa tribu massacrée par l'armée pour laquelle il est employé. Il jure alors de se venger et d'infliger le même châtiment Hutu aux Pakeas, les Néo-Zélandais d'origine européenne. Alors le film fut un grand succès à sa sortie en 1983. À l'époque, c'était le film le plus cher de l'histoire de la Nouvelle-Zélande et le premier film néo-zélandais à avoir été présenté au Festival de Cannes. Mais il a été remonté par la suite pour l'international, un nouveau montage qui a atténué la violence du film. Et c'est le chef opérateur Graham Colley qui un jour l'a revu à la télévision et l'a trouvé tellement abîmé qu'il s'employa à le restaurer avec la collaboration du réalisateur Geoff Murphy. On peut donc redécouvrir ou découvrir ce film assez méconnu, très beau visuellement, qui traite du colonialisme frontalement mais sans manichéisme à travers cette figure insaisissable de Teweke, tour à tour libérateur et bourreau. Pauline Kael, la très redoutée et redoutable critique du New Yorker, louait à l'époque le sentiment d'exaltation et de spiritualité qui plane sur ce film, et je trouve cela très juste. Oui, c'est un film qui montre à la fois comment la violence peut se comprendre et qui en même temps est aussi un film qui montre bien comment l'engrenage de la violence ne mène finalement à rien. L'une des choses assez incroyables aussi, c'est que c'est l'un des seuls films qui parle de la révolte des Maoris des années 1860-1870. Moi, j'en avais vu un seul avant qui était Green Dolphin Street, mais évidemment, c'est un film des années 40 dans lequel cette révolte est présentée avec un point de vue beaucoup plus colonialiste que le point de vue de Hutu, qui est, je crois, un film d'une très grande justesse et d'une très grande humanité. Oui, qui est sans concession et en même temps jamais manichéen. Enfin, il y a même une forme de spiritualité à la fin du film, la dernière séquence qu'on ne révélera pas, mais qui est vraiment magnifique. À noter par contre que la carrière de Geoff Murphy ne sera pas tout à fait à la hauteur de ce film, puisqu'il tentera une carrière aux États-Unis nettement moins convaincante. De triste mémoire, un Fortress 2 avec Christophe Lambert. Get off my land then or I'll shoot you down. He says it's his land. For me, it is blood for blood. Hutu. Autre ressortie de ce mois d'avril, un classique parmi les classiques, Un Américain à Paris de Vincente Minnelli avec Gene Kelly et Leslie Caron, qui ressort en version restaurée le 5 avril. Alors là, vraiment, la version restaurée se justifie pour ce film, qui est effectivement un classique des classiques, mais je dirais même un chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. C'est la vision ravissante d'un Paris de pur studio, reconstitué dans des décors chatoyants et stylisés, qui intègre en fait plein d'œuvres de Gershwin, le poème symphonique Un Américain à Paris, mais aussi beaucoup de chansons écrites sur les paroles de son frère. Et puis, on entend aussi un extrait dans le final de son
formidable concerto en fa pour piano et orchestre. Alors Vincente Minnelli, qui fait le film, avait été décorateur, costumier avant d'être réalisateur, et justement rarement un film aura été autant un poème visuel et musical. À mon avis, ce film, Un Américain à Paris, c'est vraiment l'une des plus grandes réussites de l'unité de comédie musicale de la MGM, dirigée par Arthur Freed, à laquelle on doit aussi Singing in the Rain avec le même Gene Kelly. Pour que ce film ait quelque chose de français, la MGM avait téléporté 2 Français à Hollywood. D'une part, Georges Guettari, qui deviendra l'un des rois de l'opérette en France, et puis surtout la ravissante et surdouée danseuse Leslie Caron, qui va devenir l'une des actrices françaises ayant le mieux réussi à Hollywood. Dans ses mémoires, Minnelli raconte « Elle n'avait pas un physique commun et son aspect enfance malheureuse nous arrêta. Plus on la contemplait et plus sa beauté s'imposait. » Alors c'est vrai que elle avait un côté enfance malheureuse parce qu'elle avait énormément souffert des années de pénurie de la guerre, elle souffrait d'anémie, et elle va souffrir aussi sur le plateau avec les cadences infernales de la MGM, mais son charme et son professionnalisme sans faille vont lui permettre de devenir une star dès ce film Un Américain à Paris, alors qu'elle était une parfaite inconnue avant. On oublie souvent que Paul Newman fut réalisateur de 5 longs métrages, dont le plus connu est sans conteste de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites, qui ressort en version restaurée 4K inédite le 12 avril, soit la vie quotidienne d'une femme de 40 ans qui élève seule ses 2 filles de 13 et 17 ans. Le film valut à l'époque à Joanne Woodward, épouse à la ville de Paul Newman, le prix d'interprétation au Festival de Cannes. Oui, d'ailleurs, c'est vraiment un film de famille, puisque les 2 filles de John Woodward sont jouées respectivement par Neil Potts, qui est l'enfant de la fille de Paul Newman, et puis Roberta Wallach, qui elle est la fille d'Eli Wallach, un acteur évidemment proche du couple. Hein. On est donc dans cette mouvance familiale. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vraiment un film de réalisateur. Au début, on se dit on va être encore dans un de ces films un peu énervés, psychanalytique, comme il y en a pas mal dans cette période-là. Alors il y en a des très bons, il y en a des moins bons. Et puis assez vite, on se rend compte quand même que la caméra de Paul Newman a sur les 3 personnages principaux, sur cette femme et sur ces 2 jeunes filles, un regard d'une justesse, d'une empathie qui est tout à fait extraordinaire. Il y a par exemple une scène inouïe où Roberta Wallach essaye de jouer avec les majorettes, et puis on se rend compte qu'elle est trop décalée pour pouvoir faire ce spectacle de majorette. Il y a ce personnage de Neil Potts qui est une fille totalement isolée qui cherche le salut dans la physique, et puis John Woodward qui d'ailleurs a vécu très difficilement ce rôle, qui était un rôle extrêmement tendu d'une femme qui est tourmentée entre les regrets, entre la difficulté de préserver son statut social. Finalement, c'est un peu un film sur la honte dans une Amérique où tout le monde veut avoir de belles choses à montrer, une belle maison, une belle voiture, des beaux enfants heureux, un mari. John Woodward n'a rien de tout ça dans le film, et elle est en perpétuelle situation de honte par rapport à ça, et au fond elle est en même temps extraordinairement attachante, et moi c'est un film que j'aime beaucoup. Autre ressortie de ce mois d'avril, Vidéodrome de David Cronenberg, qui ressort lui aussi le 12 avril, soit la quintessence du cinéma organique et viscéral de Cronenberg. On a évidemment tous en tête l'image de cet homme littéralement avalé par le téléviseur, qui a durablement marqué les esprits et les rétines. Sans doute l'incarnation la plus puissante de la vampirisation progressive du petit écran au début des années 80. Le film est tout à fait de son époque et sans doute l'un des meilleurs films du cinéaste. Et puis enfin, parmi toujours le flot de ressorties, on ne pouvait pas passer à côté bien sûr de Manhattan de Woody Allen, de et avec Woody Allen, qui
qui ressort en version restaurée le 26 avril, la vie dissolue d'un auteur de sketch new-yorkais partagé entre histoire d'amour compliquée et psychanalyse. À noter que Manhattan fut le plus grand succès de Woody Allen en France. On sait très bien que notre pays voit un amour infini au cinéaste qui, à propos d'amour, fait une véritable déclaration à sa ville fétiche, filmée dans un noir et blanc somptueux de Gordon Willis, et puis bien sûr des répliques qui font mouche. On est, Antoine, dans une veine de Woody Allen à la fois comique et intimiste qu'il avait déjà entrepris avec Annie Hall quelques années auparavant et qui se prolongera ensuite avant qu'il revienne à une comédie, on va dire, plus franche. Oui, puis on peut aussi rattacher quand même ce film à un courant qui existe pratiquement depuis les débuts du cinéma, qui est le film d'hommage à New York. New York, c'est vraiment une ville qui a ses adeptes. À un moment, on est New-Yorkais dans l'âme ou on l'est pas. Clairement, Woody Allen est un cinéaste new-yorkais et c'est quelque chose qui passe très fortement la tendresse pour sa ville. C'est d'ailleurs le propos du film lui-même et il passe extrêmement bien dans ce film. Chapter 1. He adored New York City. He idolized it all out of proportion. He romanticized it all out of proportion. Better. To him, no matter what the season was, this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin. I got a divorce because my ex-wife left me for another woman. I don't know, I thought I took it rather well under the circumstances. I tried to run them both over with a car. You are so self-righteous. I mean, we're just people. We're just human beings, you know? You think you're God. I gotta model myself after someone. Parmi les événements et rétrospectives de ce mois d'avril, débutons avec l'exposition à la Cinémathèque française Môme et compagnie du 29 mars au 30 juillet qui nous propose de se plonger dans l'univers de l'enfance tel qu'il a été vu et montré par les cinémas. L'exposition montre les formes du cinéma de l'enfance, fiction, animation, documentaire en passant par toutes les émotions qui s'opposent ou s'associent pour raconter l'odyssée de l'enfance. Le parcours est scandé par des totems spectaculaires, poétiques, drôles ou effrayants, de la très longue chenille bleue d'Alice au Pays des Merveilles, pour s'asseoir à regarder les films, des silhouettes grandeur nature du grand enfant Monsieur Hulot, avec sa raquette, sa pipe et son chapeau, le King Kong géant au seuil de la grotte de peur, la robe couleur de lune de peau d'âne qui donne vie au décor de la salle des aventures ou encore la forêt de Kirikou. Au cœur de l'exposition sont proposées des boucles d'extraits de films conçus comme de courts récits. On verra également des dessins originaux, le plus souvent inédits, issus des collections de la Cinémathèque française ou d'archives personnelles de cinéastes. Par exemple, les esquisses de Marjane Satrapi pour le personnage et la petite fille de Persépolis, les études pour les personnages et les décors et les planches botaniques réalisées par Michel Oslo pour Azur et Asmar notamment, également les papiers découpés de Lotte Reginger pour le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud. Bref, voilà, tout un univers de l'enfance donc à travers cette exposition à la Cinémathèque française. Une sélection de films également liés à l'enfance sera proposée durant cette exposition, de Charlie la chocolaterie aux 400 coups, en passant par E.T. ou le Kid de Charlie Chaplin. On en reparlera sans doute plus longuement dans les prochaines émissions. Parmi les autres événements de ce mois d'avril, citons le gros plan sur les enfants stars du cinéma muet. Décidément, le thème de l'enfance parcourt toute l'actualité de ce mois, puisque depuis le 30 mars, la Fondation Jérôme Sédou-Pathé propose un programme inédit sur les comédiens en culotte courte du cinéma muet. Haut comme 3 pommes, ces enfants étaient de véritables stars de l'époque, comme Clément Marie, âgé de 4 ans seulement, lorsqu'il commença la série de courts-métrages Bébé, dirigée par Louis Feuillade. Suivront ensuite Jackie Coogan, le fameux Kid de Chaplin, ou Jean Forêt, qui fit son apparition dans 2 films de Jacques Feder et de Louis Mercanton. Un programme exceptionnel, donc, à découvrir en ciné-concert jusqu'au 18 avril à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé. Et puis parlons un petit peu de la Cinémathèque de Toulouse. Nous n'en avons pas encore parlé dans cette émission et pourtant elle propose chaque mois un programme extrêmement intéressant et varié. Et ce mois-ci, à la Cinémathèque de Toulouse, c'est le cinéaste Jerzy Skolimowski qui est à l'honneur du 11 avril au 4 mai. L'itinéraire d'un cinéaste frondeur et fonceur, ami bien sûr de Roman Polanski, avec qui il a partagé les bancs de la fameuse école de Łódź sur les conseils d'Andrzej Wajda. Skolimowski est devenu l'un des mousquetaires du nouveau cinéma polonais né dans les
les années 60. Un cinéaste insoumis qui, après plusieurs films tournés dans sa Pologne natale, s'exilera pour tourner plusieurs longs métrages en Europe et aux États-Unis. Et puis après plus d'une quinzaine d'années d'absence, il revient sur les écrans à la fin des années 2000 avec 4 nuits avec Anna, puis évidemment Essential Killing. À noter que Jerzy Skolimowski sera présent à la Cinémathèque de Toulouse le 19 avril à 19h. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Une rencontre suivie à 21h de la projection de son tout nouveau film 11 minutes, présenté donc par le cinéaste qui lui sort en salle le 19 avril. Parmi évidemment les films les plus connus de Jerzy Skolimowski, citons Travail au noir avec Jeremy Irons, Le cri du sorcier et surtout Deep End en 1969, le film de la reconnaissance publique et critique, un huis clos poisseux dans les couloirs d'une piscine londonienne et sans doute l'un des meilleurs films sur l'adolescence. Help! I nearly fainted. I think the water was too hot. I felt giddy. Oh, just... Come on. If I could just rest. Look, I get some... Wait. Supposing something really happened. I mean, it wouldn't look good, would it, if you were in here with me? Just wait, it'll soon pass off. Are you keen on football? All the boys are, aren't they? Yes. One way or another. It's always tackle, dribble, shoot. Yes, but... Why can't you look into my eyes? Look, boy. Stop it. Stop staring at my tits. What position do you play in, boy? Where do you play? Goalkeeper. Well, it doesn't matter. They're all the same now. They're all playing all over the pitch, pushing hard, backing tight, screening the ball. Tackle, dribble, shoot. Keep your eyes up, boy. It isn't decent.